merci d'être aussi nombreux dans cette salle et je sais que vous êtes encore plus nombreux en ligne. Alors, merci de vous joindre à nous ici à l'UQAM ce midi. Je souhaite la bienvenue à cette troisième conférence en 3 ans, organisée conjointement avec nos partenaires et amis de la chaire Raoul Dandurand. Merci à toute l'équipe derrière pour l'organisation. Frédéric, merci. Et à nos collègues du RAS, du Réseau d'analyse stratégique. Une conférence qui tombe à point nommé, il faut le dire, car aujourd'hui, il faut regarder ce qui se passe concrètement et dans l'actualité, comme vous avez sûrement suivi récemment. Donc, les États-Unis qui ont entamé une négociation directement avec la Russie et en excluant l'Ukraine et l'Europe de la table de discussion, Washington fragilise l'OTAN et vient humilier aussi Kiev. C'est une approche qui soulève de nombreuses questions sur l'équilibre des forces en place et sur les conséquences de la géopolitique à long terme. Face à cette réalité, il est essentiel de déconstruire les discours, d'analyser les faits. Ouais, on va le dire aujourd'hui, les faits, donc, et de mesurer l'impact de ces décisions sur l'avenir de l'Ukraine, l'avenir de l'Europe et l'avenir même du système international. C'est précisément l'objectif de cette conférence. Qui veut justement apporter un éclairage rigoureux et approfondi sur cette crise aux répercussions mondiales. Parce qu'avec les récentes conversations, discussions, négociations entre les États-Unis et la Russie, les États-Unis légitimisent de facto l'invasion illégale de la Russie. Si l'objectif de Washington avait été de lancer l'Europe dans un conflit, qui n'aurait pas voulu faire mieux. Ces négociations s'inscrivent aussi dans une stratégie de communication, on en discutait un petit peu avant la rencontre, où la désinformation occupe une place centrale. La Maison-Blanche n'hésite plus à réécrire l'histoire. Vous l'avez vu, vous l'avez lu. Le président américain lui-même récemment affirmé sans scrupule que l'Ukraine avait déclenché la guerre et encore hier, vous savez, qualifiait le président ukrainien pourtant élu démocratiquement de dictateur. Sur les réseaux sociaux, devenus de véritables chambres d'écho de propagande, la manipulation aussi s'intensifie. Les plateformes, comme on l'a vu avec le retour du président Trump, désormais soumises donc aux intérêts de Washington donc, relaient une réécriture de l'histoire qui fait dangereusement écho au narratif russe. Il est encore difficile de mesurer toutes les conséquences de cette entente entre les États-Unis et la Russie, ainsi que les déclarations fallacieuses du président américain. Mais une chose est certaine, le monde entre dans une nouvelle ère de géopolitique. Les vieilles alliances issues de la Seconde Guerre mondiale vacillent, s'effritent, et le multilatéralisme est complètement à revoir. En somme, je vous dirais qu'on n'a jamais été aussi près d'un troisième conflit mondial. Sur le terrain, la guerre continue. On parle évidemment de dizaines de milliers de civils tués, des chiffres qui devront être évidemment validés un jour, parce qu'évidemment, l'accès aux zones de guerre, aux lignes de front et aux territoires occupés par la Russie sont encore difficiles. Les pertes militaires, on les connaît un peu plus. On va entendre nos experts en parler, entre 40 000 et 80 000 selon les sources du côté ukrainien. Plusieurs centaines de milliers de blessés aussi. Au niveau humanitaire, les données sont un peu plus claires. On parle de 14 millions d'Ukrainiens, soit près de 40 % de la population, qui ont besoin d'une aide d'urgence et donc qui dépendent de l'aide humanitaire internationale notamment. C'est une exode sans précédent, donc il s'agit de la plus grande crise de déplacés de civils depuis la Seconde Guerre mondiale, avec 6,3 millions de réfugiés dans les territoires à l'extérieur, notamment en Europe, et plus de 3,7 millions de déplacés internes. Aujourd'hui, la Russie occupe environ plus ou moins 20 % du territoire ukrainien. Alors, c'est dans ce contexte que je qualifie d'alarmant que nous nous réunissons aujourd'hui pour cette troisième conférence, encore une fois. J'ai maintenant le plaisir de laisser la parole à Fanny Tan. Fanny, vous êtes modératrice de cet événement. Merci d'avoir accepté l'invitation de modérer. Fanny, vous êtes chercheure à l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul Dandurand et étudiante à la maîtrise au département de sciences politiques, ici même à l'UQAM. Je vous laisse le soin de présenter nos invités. Je les remercie évidemment d'avoir accepté notre invitation. Bonne conférence. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour tout le monde. Merci d'être, pour ceux qui se sont déplacés. La température, elle n'est pas facile dehors, donc merci d'avoir fait l'effort. Merci pour les gens qui sont en ligne aussi d'être avec nous aujourd'hui. Comme M. Audel disait, c'est moi qui va animer la table ronde aujourd'hui. C'était Frédéric Gagnon qui animait l'année passée la table ronde et comme il me le disait, c'est une guerre qui est importante, la guerre en Ukraine, pour l'avenir des relations internationales. C'est également un conflit qui perdure et même si les choses se sont accélérées, voire même précipitées depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, on va parler du rôle des États-Unis dans ce conflit, mais pas seulement de ça. On va aussi parler de l'évolution de la guerre dans la dernière année, notamment au niveau technologique. On va également discuter des perspectives d'avenir pour l'Ukraine, pour la Russie, pour le reste de l'Europe et pour le reste du monde. Donc, c'est un énorme sujet, évidemment, mais heureusement, on est avec des experts et des expertes dans leurs domaines respectifs qui vont pouvoir nous aider à mieux voir à travers ces événements, à faire le bilan et à mieux saisir la complexité de ce conflit. Alors, sans plus tarder, je vais les présenter directement à ma droite. Il y a Ekaterina Piskunova. Ekaterina, vous êtes chargée de cours au département de sciences politiques et études internationales de l'Université de Montréal. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ensuite, on a Frédéric Gagnon. Frédéric, vous êtes titulaire de la chaire Raoul Dandurand, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis et de l'Observatoire sur les conflits multidimensionnels. Vous êtes également professeur au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ensuite, nous avons Louis Vachon. Louis, vous êtes associé chez J.C. Flowers & Co. et vous êtes collaborateur régulier aux travaux de l'Observatoire des conflits multidimensionnels à la chaire Raoul Dandurand. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On a ensuite Dominique Harel. Dominique, vous êtes titulaire de la chaire d'études ukrainiennes et professeur d'études politiques à l'Université d'Ottawa. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Dominique. Et finalement, nous avons Simon Hogg. Simon, vous êtes professeur au département de sciences politiques à l'UQAM et vous êtes également chercheur à l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci tout le monde donc d'être là pour partager votre précieux savoir. Je vais, pendant cette table ronde, poser mes questions directement aux panélistes en les visant, mais n'hésitez pas les autres si vous voulez rebondir, si vous voulez interagir, si le cœur vous en dit, vous vous sentez inspiré à répondre à une question, même si je ne vous ai pas nommé au début, n'hésitez surtout pas. On veut susciter un peu cette interaction-là entre vous. Et donc, je commence avec ma première question que je vais donner directement à Frédéric Gagnon, qui a eu la tâche très difficile de suivre une actualité qui va extrêmement rapidement dans les derniers jours, dernières heures presque, par rapport aux États-Unis. Donc, ma première question, c'est quelles sont les grandes lignes de l'approche de Trump pour mettre fin à la guerre? Merci beaucoup, Fanny. Merci aux collègues d'avoir accepté notre invitation et merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation aussi, d'être présente à la conférence d'aujourd'hui. Oui, l'actualité évolue rapidement. Je vais peut-être vous étourdir vous étourdir en vous disant qu'il reste 1428 jours au deuxième mandat de Donald Trump. Donc, ça fait seulement 4 semaines qu'il est là et non, ce n'est pas toujours facile à suivre, mais c'est une stratégie, je dirais, délibérée de cette administration-là, notamment d'un Steve Bannon, un Stephen Miller, qui ont recommandé à Donald Trump, je pense que vous avez entendu parler de ça, d'inonder le terrain, de nous mitrailler d'informations de toutes sortes, parfois contradictoires. Justement, les déclarations sur Zelensky récemment, c'est un dictateur. Bon, il y a toutes sortes de bruits, de fritures sur la ligne. C'est déroutant, c'est étourdissant. On voit des contradictions là-dedans, mais c'est une stratégie délibérée. Et Trump pense atteindre ses objectifs en recourant à ce genre de stratégie-là pour la suite des choses. Pour ce qui est de l'Ukraine, quel est son objectif? Bon, je ne suis pas dans sa tête, mais si on regarde ce qu'il avait promis de faire pendant la campagne électorale de 2024, c'était de s'assurer qu'il y a un terme à la guerre en Ukraine, qu'il y ait la paix à un moment donné dans ce pays-là, mais surtout que le conflit cesse. Il avait dit « je serais capable de régler ça en 24 heures ». Déjà une première promesse non tenue. Il avait aussi dit, après l'élection, qu'il serait capable de régler ça avant son arrivée à la Maison-Blanche. Deuxième promesse non tenue. Mais il a gagné cette élection en novembre et il veut évidemment démontrer à ses partisans, il y a 48% d'appui en ce moment au pays, il ne veut pas que ça diminue. Hein. Il est plus populaire que jamais depuis son entrée en scène en 2015-2016 et il souhaiterait que sa popularité reste au rendez-vous. Et pour ça, il doit tenir promesse sur toutes sortes de questions.
migrations, l'économie, l'inflation, mais aussi les guerres qu'on voit à l'échelle internationale en ce moment. Donc, il a promis qu'en fin négociateur, il serait capable de ramener tout le monde à la table des négociations. Et c'est vrai que la stratégie, elle peut paraître un peu improvisée, hein, des déclarations à l'emporte-pièce, des contradictions parfois, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'objectifs qui sont assez clairs dans l'esprit peut-être de Trump, mais en tout cas de certains de ses conseillers, des gens qui sont autour de lui en ce moment. Et notamment Keith Kellogg, dont vous avez entendu parler, qui est son envoyé spécial dans ce dossier-là, qu'on va voir dans le décor, là, qui est à Kiev cette semaine, tout ça. Et Kellogg avait fait paraître, il y a quelques mois, un document, une note de recherche dans laquelle, vous l'avez peut-être vu, il disait ce que pourrait être un plan de match pour garantir un cessez-le-feu en Ukraine et peut-être une négociation, un processus de paix en Ukraine. Et si vous lisez ce document-là, vous voyez que c'est pas mal ce que Trump et son administration ont commencé à essayer de faire cette semaine. Et une des premières étapes du plan Kellogg, c'était de dire qu'il faut, pour qu'il y ait une négociation, évidemment, attirer Poutine et la Russie à la table des négociations. Donc, en rétablissant le contact diplomatique avec ce régime, peu importe ce qu'on en pense, mais de l'avis de Trump et de ses conseillers, il ne peut pas y avoir de négociation de paix si Poutine ne revient pas à la table des négociations. Donc, c'est vrai que cette semaine, ça peut paraître un peu étrange d'un point de vue canadien de voir que Trump renoue avec Poutine, parce qu'évidemment, il rompt totalement avec l'approche de Joe Biden. Mais Trump a un objectif, c'est de ramener la paix dans ce pays. Je pense qu'il veut se bomber le torse par la suite sur un plan personnel et être capable de dire à ses partisans qu'il a réussi là où Biden n'aurait jamais réussi parce que la guerre s'éternisait, parce qu'il n'y a pas d'issue pour l'instant à ce conflit-là. Donc, je pense qu'il y a un objectif personnel, électoraliste, politique, qui est guidé par des considérations de politique intérieure. Mais ce plan-là, si vous le lisez, le plan Kellogg, la première étape, c'est de ramener Poutine à la table des négociations et évidemment de forcer, et là les collègues vont en parler aussi, de forcer Zelensky à accepter des choses qui sont inacceptables de son point de vue à ce stade-ci. Donc un renoncement de l'Ukraine pour ce qui est de l'adhésion à l'OTAN et ça pour une longue période, peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça, que l'Ukraine aussi accepte que la Russie garde le contrôle des territoires sur lesquels elle a le contrôle en ce moment, sans qu'il y ait une reconnaissance officielle peut-être de cette prise de contrôle des territoires par la Russie, qu'elle accepte au fond que la Russie devra et pourra garder ces territoires-là pour la suite des choses. Peut-être aussi qu'en échange de cette négociation de paix, Trump accepterait de lever certaines sanctions économiques américaines à l'égard de la Russie. Et au fond, ce que Trump disait de Biden, et évidemment, on sait que Trump veut déconstruire l'héritage de Biden aussi. Hein. Ce qui guide souvent ses politiques, c'est cette idée qu'il peut faire mieux que ses prédécesseurs et qu'il doit déconstruire en fait à peu près tout ce que ses prédécesseurs ont fait. C'était le cas de Barack Obama durant son premier mandat et je pense que ça guide beaucoup des politiques de Trump en ce moment. Mais ce qu'il disait de Biden, c'est qu'au fond, Biden a engouffré des milliards et des milliards de dollars des contribuables américains sans rien demander finalement, demandant pratiquement rien à Zelensky en échange de cet investissement-là. Évidemment, Biden et Trump ont des conceptions différentes de ce qu'est un retour sur investissement dans un conflit comme ça. Biden disait que cet argent-là valait la peine d'être investi en Ukraine pour garantir la sécurité en Europe, éviter le prolongement du conflit en Ukraine vers les autres pays, l'Estonie, la Lettonie, la Pologne et jusqu'en Europe occidentale, si on est très pessimiste. Mais Trump dit au fond que, en fait, moi je décrirais sa politique étrangère en employant l'expression de la rentabilité géostratégique. C'est souvent ce qui guide les politiques étrangères de Trump, c'est-à-dire quel est le retour sur l'investissement américain dans tout ça. Et souvent, la rentabilité, elle est définie en termes matériels, en termes financiers, en termes d'accès à des ressources stratégiques. Et vous l'avez vu, déjà, Trump a parlé de l'idée de continuer à soutenir l'Ukraine en échange de certaines choses, notamment un accès aux minéraux critiques, aux terres rares qu'on trouve sur le territoire ukrainien. Donc, dans le plan Kellogg, ce qui est expliqué, c'est que s'il y a toujours une aide américaine, puis on verra si elle est toujours au rendez-vous pour la suite des choses, il faudrait vraiment une rentabilité pour les États-Unis, un retour sur investissement pour les États-Unis. Mais donc, voici un peu quelles sont les grandes lignes de ce plan. Je pense que si vous lisez le plan Kellogg, vous allez voir en regardant l'actualité que
on peut penser qu'il n'y a pas de logique, mais il y en a peut-être une. Reste à voir si avec cette approche-là, Trump peut convaincre en fait Poutine d'accepter un plan de paix et convaincre aussi Poutine de renoncer à continuer ses avancées un peu plus loin vers l'ouest par la suite. Mais je sais que les collègues vont parler de ça. Merci beaucoup, Frédéric, pour nous avoir expliqué les grandes lignes de l'approche de Trump. Ma deuxième question s'adresse à vous, Ekaterina. J'aimerais vous demander comment vous évaluez les résultats de la rencontre entre Rubio et son homologue russe, rencontre de ce lundi, si je ne m'abuse. En fait, je regarde cette rencontre dans un contexte qui est plus large. Pratiquement parallèlement à cette rencontre, quelques jours avant, il y a eu le fameux discours de Vance à Munich, qui a eu un impact très considérable et ça augure mal pour des relations transatlantiques. Parce qu'il y a une très grande distanciation par rapport à l'Europe dans ce que Vance avait dit. Donc, c'est comme un morceau de puzzle. Le deuxième, c'est la rencontre Rubio-Lavrov. Et puis, il y a aussi une rencontre, des conversations entre l'Ukraine et l'administration de Trump sur les ressources. La question qui a déjà été touchée par Frédéric, la question de ressources, entre autres les métaux rares. Et là, si on prend les trois morceaux en même temps, on va voir que, d'une part, il y a cette volonté de Trump de rentabiliser les investissements. D'ailleurs, j'ai vu ce matin, dans les sources russes, ça vaut ce que ça vaut. Mais en fait, il a été dit, il a été porté à l'attention que pendant la rencontre avec Rubio, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a montré les documents qui parlent des pertes des compagnies américaines suite au retrait du marché russe, suite aux sanctions, bien évidemment. Donc, il s'agit d'un montant assez impressionnant de 324 milliards de dollars, ajouté aux investissements américains, en général, à l'argent américain investi pour aider l'Ukraine. Donc, ça représente quand même un montant faramineux. Donc, il y a ces considérations matérielles qui me semblent extrêmement importantes. Puis, en parlant des métaux rares, mais la question à se poser, c'est qui contrôle les territoires en ce moment où on a des métaux rares? Puis, en partie, ce sont les territoires qui sont contrôlés par la Fédération de Russie. Alors, avec qui Trump devrait négocier pour avoir accès à ces matières? Avec Zelensky ou avec Poutine? Donc, je pense que c'est une partie d'explication. Frédéric a très bien dit, c'est vraiment une rupture avec la politique de Biden. C'est vraiment, je suis capable de faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Mais en même temps, il y a encore une chose. On a l'habitude de penser aux États-Unis comme d'un pays omnipotent. C'est l'hégémon, je suis absolument d'accord avec vous. Mais en même temps, c'est un hégémon endetté. Et on ne peut pas dire que les ressources américaines sont illimitées. Donc, à un moment donné, on peut tout simplement s'agir d'un manque de ressources pour un conflit qui, selon Trump, ne concerne pas les États-Unis directement. Ça concerne davantage l'Europe. Le discours de Vance, on va faire une distance. Donc, à la fois, on a une contradiction, je suis capable de faire que personne ne peut faire avant moi, mais ça s'explique aussi par un manque de ressources. Donc, la dernière chose, c'est aussi, c'est un genre de gifle que l'Occident est en train de recevoir avec cette rencontre, parce que tout le discours sur l'isolation de la Russie, qui était le but avoué de l'administration américaine, en général des pays occidentaux, on s'entend, ça n'a jamais été une isolation complète, parce qu'il y a toujours la Chine, il y a toujours le Sud global, mais quand même une isolation par l'Occident, mais a été brutalement rompue par la rencontre Rubio-Lavrov. Encore une fois, je vous invite à placer ça dans le contexte du discours de Vance. Merci beaucoup, Ekaterina. Merci beaucoup pour ces mots. La prochaine question s'adresse à Dominique et à Louis. Donc, on va aller dans cet ordre, si ça ne vous dérange pas. L'Ukraine peut-elle survivre si les États-Unis retirent leur appui? Et de quoi aurait l'air la continuation du conflit avec l'appui européen seulement? Les deux questions pour les deux panélistes. Merci, Fanny. Alors, je vais être direct, parce que ça va mal. Je pense d'abord qu'il faut distinguer cessez-le-feu et paix, accord de paix.
c'est clair qu'il n'y en aura pas d'accord de paix. De la même façon qu'il n'y a pas d'accord de paix à Gaza, il y a un cessez-le-feu. Puis ensuite, les plans américains, on les a entendus là, depuis quelques semaines. C'est extrêmement clair depuis 3 ans que la position russe, c'est évidemment la neutralisation, la vassalisation de l'Ukraine, qui passe, ça on l'oublie, là, parce que c'est dans le titre aussi de la guerre, qui n'est pas appelée une guerre en Russie. Bon. La dénazification, ça veut dire qu'on renverse le gouvernement, donc on délégitimise Zelensky, etc. La démilitarisation, c'est qu'on désarme les Ukrainiens. Ça, c'est la demande russe. Ce n'est pas la question est-ce que l'Ukraine va renoncer à se joindre à l'OTAN dans 10 ans, etc. Ce n'est pas ça vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est que la Russie ne veut pas que l'OTAN soit en Ukraine, au sens des armes, de l'aide militaire, etc. C'est de désarmer, de vulnérabiliser l'Ukraine pour la rendre ensuite totalement vassalisée, pour qu'elle perde sa souveraineté. C'est la position russe qui va même au-delà de l'Ukraine, puisque les demandes qui avaient été formulées en décembre 21, quand on repensait l'architecture de l'Europe, etc., ça voulait dire littéralement le retrait des troupes de l'OTAN des pays d'Europe centrale et orientale. Et la demande a été faite, ça a été révélé ce matin par le ministre des Affaires étrangères de Roumanie, a été fait lors des discussions en Arabie saoudite mardi. La Russie a demandé aux États-Unis, bon, ils n'ont pas dit oui, mais ils reviennent sur cette question-là. Quand on parle d'un accord de paix, c'est la position russe. Quelle est la position américaine? La position américaine semble être il faut un cessez-le-feu. Il faut arrêter les tueries, etc. Il faut un cessez-le-feu. Comme tel, ça n'intéresse pas la Russie, un cessez-le-feu. Alors, si la Russie accepterait un cessez-le-feu, c'est en retour de quoi? En retour du retrait de l'aide américaine, c'est là le sens de la question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arriverait si finalement Trump coupe tout? Disons que le discours qu'on entend là, depuis quelques jours, c'est pas très encourageant. Puis encore ce matin, là, on apprend que les États-Unis bloquent une déclaration commune du G7 et de l'Assemblée des Nations unies, coïncidant avec le 3e anniversaire de la guerre, pour appeler cette guerre-là une guerre d'agression, ce qui est la position commune depuis 3 ans, et là, maintenant, c'est bloqué. Ce n'est plus une guerre d'agression, puis évidemment, l'agresseur, maintenant, c'est l'Ukraine, selon Trump. Donc, si, effectivement, il y a cessez-le-feu, et les États-Unis se retirent, bien, le cessez-le-feu, il ne va pas durer. C'est la perte de l'Ukraine, à moins que, donc, deuxième question, que l'Europe vienne secourir l'Ukraine. Là, il y a un plan qui a été discuté lundi. Il se passe beaucoup de choses en même temps. Là, c'était lundi ou mardi, je pense que c'était lundi soir, là, à Paris, la rencontre extraordinaire de 8 ou 9 représentants là, de pays de l'Union européenne à Paris. Et là, c'est le plan, l'initiative vient de la Grande-Bretagne. La veille, le premier ministre Starmer avait annoncé on est prêt à envoyer des soldats, mais là, le plan, c'est d'envoyer jusqu'à 30 000 soldats. 30 000 soldats, pas seulement de Grande-Bretagne, d'une coalition, etc. Pourquoi? Justement pour protéger un cessez-le-feu potentiel. Donc, en termes diplomatiques, ça s'appelle des garanties de sécurité. Garanties de sécurité, c'est on fait comment pour que la Russie ne se remette pas à attaquer? Ce qu'elle a fait 29 fois lors du protocole de Minsk. Il y a eu 29 cessez-le-feu, 29 cessez-le-feu violés, sauf que le 30e, bien là, c'était l'invasion à grande échelle. Ça prend une force de dissuasion. Donc là, il y a un plan européen qui se prépare, mais qui demande, là, le terme anglais, c'est backstop, c'est comme une espèce d'assistance de cour arrière un peu des Américains en arrière avec leurs avions de chasse depuis la Pologne ou la Roumanie, et aussi l'aide indispensable du renseignement par les satellites, etc., pour avoir en temps réel à disposition des troupes. Est-ce que Trump, l'administration Trump, serait prête à justement accéder à la demande européenne, puisqu'ils disent ben, c'est aux Européens, c'est votre problème, défendez l'Ukraine.
Si oui, ben là, il y a une ouverture qui se crée, mais il n'y en aura pas de cessez-le-feu parce que la Russie va dire non et la guerre se poursuit. Si c'est non, ben là, c'est une crise existentielle pour l'OTAN parce que là, on parle essentiellement d'un retrait de l'aide américaine, enfin de la position américaine en Europe. Donc, pour le reste, je pourrais revenir à ma deuxième intervention. Moi, je vais adresser le scénario plus direct que Trump ne supporte plus l'effort à l'Ukraine dans son conflit et qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Et là, l'Europe fait quoi? Que je pense qu'il a également été discuté. Est-ce que l'Europe et quelques autres pays peuvent permettre à l'Ukraine de poursuivre le conflit sans l'appui américain contre la Russie pendant encore une période d'1 an ou 2? Je pense que c'est possible. C'est pas facile, ça va être très complexe, mais c'est possible. Du point de vue financier, ça coûtait au début du conflit environ 12 milliards par mois soutenir l'Ukraine, supposant que c'est à peu près les mêmes chiffres encore aujourd'hui. Le scénario qui est discuté, comme vous savez, c'est qu'il y a eu 300 milliards d'avoirs russes qui ont été gelés dans les banques occidentales. Est-ce que c'est possible d'utiliser, de saisir ces actifs-là pour financer l'effort de guerre? Donc, financièrement, c'est un des scénarios qui est possible. Deuxièmement, du point de vue armement, depuis 3 ans, 2 choses sont produites. La principale, c'est que l'industrie de l'armement ukrainienne s'est fortement développée. Pas pour tous les produits, pas pour tous les armements, mais au niveau des munitions, au niveau des drones, ils ont développé beaucoup leur propre industrie et l'industrie européenne est encore très loin, certes, derrière de ce qu'elle devrait être ou derrière les États-Unis, mais elle a quand même une capacité de production qui est plus forte. Donc, du point de vue armement, je pense que c'est possible. Les trois autres sujets, c'est plus délicat. Et c'est là que le scénario devient beaucoup plus difficile. 1, que se produit-il au niveau des sanctions économiques? Alors, si les États-Unis retirent son aide à l'Ukraine, est-ce que ça inclut ou pas cesser les sanctions économiques contre la Russie? Parce que là, si les Américains cessent sur sanctions économiques contre la Russie, ça devient beaucoup plus compliqué dans ce scénario-là. Parce qu'un des points principaux de pression serait fortement réduit. Deuxième point qui est très délicat, Dominique l'a adressé, qu'est-ce qui se passe avec l'OTAN? Est-ce qu'une intervention, un soutien de l'Europe directement à l'Ukraine pour poursuivre son conflit, est-ce que ça signifie nécessairement l'éclatement de l'OTAN? Dans certains scénarios, peut-être. Dans d'autres scénarios, peut-être pas. Mais ce sera un risque qui serait non négligeable. Et dernièrement, c'est le point de vue humain. On parle ici, c'est le fun, mais c'est le peuple ukrainien qui paye le prix pour cette guerre-là. Et ultimement, ça va être à eux de décider s'ils veulent poursuivre le conflit, si les pays décident de changer leur enlignement. Alors, c'est ce que j'ai à dire sur ce scénario-là. Ma compréhension, là, s'il y a un arrêt de l'aide américaine, puis il n'y a pas de cessez-le-feu, puis la guerre se poursuit, bon, j'ai parlé du renseignement, là, c'est fondamental, mais c'est aussi les systèmes de défense anti-aérien, les munitions en particulier, en large partie, le système Patriot est américain. Ça, si les Ukrainiens y ont plus accès, là, on peut assister à des pertes civiles encore plus considérables dans les villes, parce que là, les villes vont devenir beaucoup plus vulnérables. Ça ne semble pas clair que l'Europe, à court ou à moyen terme, pourrait vraiment combler ce vide-là. Déjà qu'il y a beaucoup de dommages quotidiennement, on le voit, mais là, ça pourrait empirer. Ouais. Rapidement, si je peux. On dit l'arrêt de l'aide américaine à l'Ukraine. Je sais qu'à un moment donné, Trump avait laissé entendre qu'il serait favorable à la fin, donc la fin là, en totalité de l'aide américaine à l'Ukraine. Mais j'ai pas l'impression que ça fait partie des options qu'il envisage à ce stade-ci. La fin, là, un peu comme ça a été dit à certains moments. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est dans une logique de marchandage, qu'il veut entrer en position de force par rapport à Zelensky, pour, oui, peut-être continuer à soutenir, mais en échange de toutes sortes de conditions, là, suivant sa logique de rentabilité géostratégique dont je parlais tantôt, et dont Ekaterina parlait également. Ce qui serait intéressant de surveiller aussi pour ce qui est de ce débat sur la fin de l'aide américaine à l'Ukraine, ce sera, puis on a déjà des indices de ça, la réaction des républicains au Congrès des États-Unis sur ce que Trump est en train de faire.
Puis on l'a vu, là, ça fait pas si longtemps qu'on en parle là, de ces efforts pour une négociation, un cessez-le-feu et tout ça. Puis déjà à Washington, encore hier, il y a John Thune, le leader de la majorité du Sénat, qui a réagi. Il y a des gens qui ont dit Poutine, c'est un criminel de guerre. Il y a beaucoup de gens au sein du Parti républicain qui sont assez mal à l'aise avec la façon Trump de procéder en ce moment. Donc, est-ce que c'est une stratégie de négociation où Trump essaie... on dit souvent, Trump négocie comme ça. Il rentre quelque part, il renverse une table pour attirer l'attention, puis ensuite, il nous demande de négocier avec lui. Il nous déstabilise, il nous fait peur pour obtenir peut-être plus que ce qu'il pensait obtenir au départ. Regarde, puis je ne veux pas trop faire de parallèle avec ce qu'on vit ici, mais bon, il a quand même dit à peu près 16 fois qu'il allait annexer le Canada. Pendant la première présidence Trump, il avait dit qu'il allait déchirer l'ALENA. Il y a une façon de communiquer qu'on connaît, et souvent, il communique par exagération, par hyperbole, pour se donner des atouts, des cartes en main pour la négociation à venir. Je ne suis pas sûr qu'on est dans une logique où on va cesser l'aide américaine à l'Ukraine. Je ne sais pas si on est là encore, mais peut-être que je me trompe. C'est à suivre. On l'a déjà vu une période de temps, tu te rappelles, où les républicains avaient bloqué l'aide américaine à l'Ukraine pendant une période de temps. Et ça a été une période difficile pour l'Ukraine, mais l'Ukraine n'a pas cédé. Ils ont quand même maintenu leur front. Puis c'est pas une période, je pense qu'ils ne veulent pas retourner là, mais l'Ukraine ne s'est pas écrasée. Puis ça a été une période de quoi, 6 mois qu'il y a eu une suspension de l'aide américaine. Donc, mais je pense que c'est un scénario qu'il faut discuter parce que le bonheur, comme on sait, il est complètement imprévisible. C'est vrai. Puis juste rapidement, 6 mois, c'est vrai. Puis quand on regarde les votes au Congrès sur la dernière enveloppe d'aide américaine à l'Ukraine, ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y avait quand même la moitié des républicains, à peu près, là, dans les 2 chambres, peut-être un peu moins au Sénat, mais en tout cas, les caucus républicains étaient assez divisés sur la suite des choses. Certains disaient qu'il faut cesser, mais ce qui revenait aussi dans les discussions, c'est pour ça que j'en reviens à ça, c'est qu'on estimait qu'il n'y avait pas assez de conditions qui étaient imposées à l'Ukraine en échange de cette aide-là. Je pense que Trump est dans cette logique-là. C'est vrai qu'il est imprévisible, mais s'il peut, au terme d'une négociation qui mène à un cessez-le-feu ou peut-être à une paix qui n'est pas durable, une paix qui dure un petit peu assez à son goût, s'il peut revenir en sol américain et dire, vous voyez, j'ai été meilleur que Biden parce qu'on continue à appuyer l'Ukraine, il y a encore de l'argent des contribuables américains qui va là, mais ce n'est pas un gaspillage total. Voici ce qu'on a obtenu en retour. Voici ce qu'on va obtenir sur une période de 4-5 ans. Moi, je pense qu'il est gagnant. Je pense qu'il est gagnant. Je me trompe peut-être, mais puis il y a quand même des gens au sein de son administration. Puis le gros point d'interrogation, c'est qui il écoute au sein de l'administration. Mais son secrétaire d'État, Marco Rubio, ce serait intéressant de voir ce qu'il pense du retrait total de l'aide à l'Ukraine pour la suite des choses. Il y a encore des gens dans cette administration, même s'il y en a des plus jeunes qui n'ont aucun souvenir de la Deuxième Guerre mondiale puis de l'importance de la présence américaine en Europe pour la sécurité de cette région-là, il y a encore quand même des gens dans l'administration qui croient que c'est extrêmement important d'assurer une présence là-bas. Restera à voir qui Trump écoute. Mais s'il peut dire qu'il a gagné, qu'il a mieux fait que Biden, même s'il y a encore de l'aide, je pense qu'il pourrait pencher pour cette option-là aussi. Il y a la bureaucratie américaine aussi. Très rapidement, je promets de faire ça en 20 secondes. Là. Je ne veux pas prendre du temps de Simon. Là. Ce qui est très... tout ça, c'est super inquiétant. Mais on a parlé là, du deal possible pour les terres rares, etc., avec l'Ukraine en retour d'une aide, de maintien de l'aide militaire. La réalité, c'est que mercredi dernier, au moment où il y avait sa conversation avec Poutine, il y avait son secrétaire du Trésor à Kiev qui est arrivé avec un document. Zelensky a eu quelques minutes pour le lire, puis il dit « Tu dois signer ». C'était quoi dans le document? C'était l'Ukraine cède 50%, oubliez les terres rares, là, de toutes ses ressources énergétiques, de toute son infrastructure, à perpétuité, donc c'était évalué à 500 milliards de dollars, donc à peu près un taux d'intérêt de 500% de remboursement, contre rien, aucune garantie de sécurité. Alors ça, c'est la technique de négociation. Disons que le message initial semblait plutôt on va aller exploiter l'Ukraine, puis on va dealer avec la Russie. Peut-être que ça va changer dans les prochaines semaines, mais disons que comme coup d'éclat, ça contredit à peu près tout ce qu'on espérait là, entrevoir dans la position américaine. Sur ce, je me tais. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mais merci, c'est super intéressant comme échange. Comme je disais, j'aime voir
j'aime que ça suscite des interactions entre vous. Vous en avez déjà un peu parlé, Dominique, Louis, Frédéric, mais j'aimerais quand même poser la question pour qu'on peut-être que vous puissiez un peu y donner votre point de vue là-dessus, peut-être un petit peu rapidement. Quelles sont les conditions et la probabilité d'un cessez-le-feu durable, à votre avis? Durable, le mot c'est durable. Là. Vous avez mis le doigt dessus. Dominique a fait. Écoute, je pense que les probabilités sont plus fortes, bien sûr. C'est les probabilités les plus fortes depuis le début du conflit. Mais je pense qu'il y a 2 obstacles. Le premier obstacle, c'est que Donald Trump cède trop, du point de vue politique, économique, militaire. Donc, et qui force l'Europe et l'Ukraine dans le scénario que je décrivais tout à l'heure. Et l'autre risque, qui est, je vous dirais, encore plus probable, c'est que Vladimir Poutine soit trop gourmand. En demande trop, perçoit une faiblesse, perçoit qu'il peut négocier avec Donald Trump directement. C'est ce qu'il veut désespérément. C'est pour ça qu'il veut un rendez-vous face à face pour rétablir l'équivalence entre la Russie et les États-Unis, et aussi avec une forte conviction qu'il va avoir le dessus sur M. Trump dans n'importe quelle négociation. Et dans ce contexte-là, il va trop jouer ses cartes, selon moi, et être trop gourmand. C'est un risque au cessez-le-feu durable. Bon, moi, je vais être bref parce que j'ai déjà mentionné un peu quelles étaient les conditions et la Russie n'est pas intéressée à un cessez-le-feu, etc. Bon, d'abord, on a un problème on dit en sciences politiques, là, en anglais, commitment problem, c'est-à-dire comment croire finalement, comment avoir confiance dans l'autre partie. Dans le cas de la Russie, qui a déchiré toutes les ententes qu'elle a signées, spécifiquement sur la question ukrainienne, en remontant en 1994, lorsque l'Ukraine a cédé ses armes nucléaires, la toute jeune Ukraine, en retour de la sécurité de ses frontières et tout. Et quand il y a eu l'annexion de la Crimée, on oublie ça. Il y avait eu un accord aussi, reconnaissance des frontières bilatérales entre la Russie et l'Ukraine. Les accords de Minsk, ça a été déchiré en 2022. Alors, comment croire Poutine? Essentiellement. Le problème inverse, c'est comment croire Trump. Parce que lui-même déchire toutes ses ententes, on le sait au Canada. Alors, entente, j'y crois pas vraiment, moi, aux ententes. Ce que je crois, c'est à des rapports de force. Est-ce que le rapport de force peut faire en sorte, ou peut changer, là, certainement avec la participation européenne, là, ça devient... parce que là, si on parle d'amener des soldats de pays de la coalition de l'OTAN, même si ce ne serait pas au nom de l'OTAN, là, c'est un changement absolument majeur. On parle même dans le plan britannique qu'il y a des avions là, qui survolent le sol ukrainien qui permettent un retour à l'aviation commerciale. Autre changement majeur. Là, c'est le plan, évidemment, ce n'est pas la réalité. Donc, rapport de force. La question, c'est un peu les Européens. Si Trump dit, bien, c'est à vous, moi, je vais signer un accord de paix, enfin, un cessez-le-feu, c'est aux Européens à ensuite en assurer la sécurité, bien là, il faut que les Américains obtempèrent. S'ils disent non, on ne peut pas faire ça parce que les Russes ne le veulent pas, bien là, la guerre se poursuit et peut-être il y a abandon ou non de l'aide américaine. Là. Ça reste à voir. Juste un petit point sur la psychologie peut-être du personnage, sans aucune expertise particulière, mais tout de même, ça fait 10 ans qu'on parle de Trump, il a été président et tout. Donc, j'ai pu lire sur la question. The Art of the Deal, c'est une fumisterie. Ça, c'est absolument documenté par celui qui l'a écrit, son ghostwriter. Parce que Trump, en tant que businessman et négociateur, ça a été une faillite après une autre. Comme homme d'affaires, c'est un désastre complet. Mais le génie, c'est l'illusion du succès. L'illusion du succès qui lui a donné accès à des prêts, etc. Et ensuite, son coup de circuit qui l'a éventuellement amené à la présidence, c'est le show de télé-réalité, où il donnait l'illusion d'être un businessman qui avait du succès, alors qu'en réalité, il ne l'était pas. Mais les gens y ont cru. Et comme président, c'est toujours, il carbure sur l'illusion dans la désinformation et tout. C'est quoi le rapport avec les négociations? C'est qu'en fait, c'est un très piètre négociateur. Il connaît seulement l'intimidation. Là, il juge que l'Ukraine est faible, alors il agit un peu comme le... Pardon? Punch down. Punch down. Alors, un peu comme le roi belge au Congo au 19e siècle, là, Léopold. C'est exploitation au maximum. Mais devant quelqu'un qu'il considère comme intimidant, alors qu'il ne devrait pas, mais en tout cas, c'est dans la psychologie, là, il concède tout d'avance.
Il faut se souvenir des sommets avec le dictateur de la Corée du Nord. Le dictateur a eu 2 sommets pour avoir sa légitimité internationale, en retour de absolument rien du tout. Et là, malheureusement, on voit la tendance depuis une semaine, on concède, on concède, on concède, et on ne voit pas les résultats. Simplement, je ne veux pas donner l'impression, je comprends si c'est le cas, que je suis ultra optimiste puis que tout est noir. Au bout du compte, je crois à l'agentivité des gens, des peuples, des dirigeants. Alors, les Ukrainiens se battent depuis 3 ans. On leur donnait 1 semaine, 2 semaines il y a 3 ans. Ils ont tenu le coup sans les armes occidentales, ou à peu près. L'aide est venue après. Et puis là, c'est le branle-bas de combat en Europe, au Canada. Là, on voit le Danemark qui vient de passer, faire une réforme. Soudainement, là, une aide, c'est-à-dire un budget militaire là, considérable en 1 an, ils vont passer de 2 à 3 %. C'est la volonté politique. Donc, il ne faut pas sous-estimer le politique en réaction à tout ce dont on observe un peu en état de choc. Mais sur le terrain, cesser le feu, gros point d'interrogation. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Louis, pour vos interventions. J'aimerais qu'on retourne un peu plus du côté de la Russie. Et Katerina, j'aimerais vous poser la question, quels pourraient être les intérêts russes de négocier un cessez-le-feu? En fait, il ne faut pas surévaluer la volonté russe de négocier en ce moment. Donc, on a l'impression peut-être que Poutine attend la négo parce qu'il est épuisé, parce que le pays est sous sanctions. Oui, en partie, c'est vrai. Effectivement, l'effet des sanctions s'est fait sentir. Ceci étant dit, le FMI à court terme a prédit la croissance, a revu à la croissance, à la hausse la croissance du PNB russe à 3,6. C'est une économie militarisée, on s'entend. Est-ce que ça va durer pendant longtemps? Peut-être non, mais pour l'instant, la Russie s'en tire quand même. Il y a aussi le poids des pertes. Encore une fois, c'est très difficile de les évaluer parce qu'ils sont des mensonges de tous les bords. Ceci étant dit, on peut pas prétendre qu'il n'y en a pas. Je veux dire, c'est une guerre d'attrition, c'est un hachoir, ça signifie qu'il y a des pertes quand même très importantes. Il ne s'agit pas d'une deuxième mobilisation au moment où on se parle, et c'est absolument incomparable avec la situation ukrainienne, parce que l'Ukrainienne a donné énormément. Il s'agit de la mobilisation des 18 ans depuis un bout, et c'est grave parce que c'est l'avenir du pays. C'est là où ça frappe, en fait. Mais dire que Poutine est ouvert à la négociation, ben, je pense qu'il se considère être en position de force, surtout avec les avancées sur le terrain. Et pour dire qu'est-ce qu'il peut accepter, qu'est-ce qu'il ne peut pas accepter, revenons au but de l'opération militaire spéciale. J'espère que tout le monde a vu les guillemets, là. Dominique en a parlé, dénazification, démilitarisation. Ça signifie une chose, le départ de Zelensky. Pour moi, c'est clair. Donc, il ne pourrait pas prétendre qu'il a dénazifié, qu'il a démilitarisé si le gouvernement en place reste là. D'ailleurs, il y a question des élections de plus en plus récemment. Donc, au niveau de l'adhésion à l'OTAN, je pense que c'est une chose qui est assez sur la table. Donc, je pense qu'il peut dire là, je l'ai eu. Protection des populations russophones, Donetsk, Luhansk. D'ailleurs, la Russie ne contrôle pas l'entièreté du territoire de Donetsk, de Luhansk dans les frontières administratives. C'est plus qu'au début, mais c'est pas tout. Ensuite, commencent de grandes questions, parce que c'est comme des objectifs déclarés, c'est une chose, ce qu'ils voulaient, c'est autre chose. Et je pense que les objectifs russes de la guerre ne sont pas atteints, ou ne sont atteints que partiellement, parce que géographiquement parlant, ce qu'ils voulaient clairement, c'est une zone tampon du nord, ça veut dire le contrôle du Kharkiv. Descendant en bas, il l'a en partie. La mer d'Azov, qui est devenue la mer intérieure de la Russie, OK, il l'a avec Mariupol. Kherson, qu'il ne contrôle pas, mais il y a quand même... Pourquoi c'est important? Parce que c'est le littoral nord de la mer Noire. Donc, l'idée... Pour moi, le but géopolitique de Poutine dans la guerre a été clair, c'est de contrôler le littoral nord.
Et c'est pas atteint, je veux dire. Odessa, Nikolaïv, je pense que l'idée initiale, c'était d'aller jusqu'à la frontière avec la Transnistrie pour avoir comme un genre de bande nord-sud, est-ouest, bande de protecteurs, plus le contrôle du littoral. C'est pas atteint. Et là, je sais qu'il va y avoir une question par rapport à la réaction de la population. Poutine devrait montrer quelque chose à la population lui aussi. Ce n'est pas un pays démocratique, on s'entend, mais il doit aussi livrer la marchandise. Et ça, mettons que sa position dans la négociation, je ne sais pas si c'est être trop gourmand, pas assez gourmand, comme mon collègue a dit, mais il ne cédera pas grand-chose au moment où on se parle. La situation peut changer en voyant peut-être la volonté de l'Europe de s'investir, de voir que pour lui, c'est un calcul coût-bénéfice multiplié par la mission historique qu'il porte, qu'il s'est donnée, de retourner la grandeur à la Russie. C'est assez difficile à la table de négociation. Merci beaucoup, Ekaterina. Je vais poser une question double, en fait, les deux versants de la même question. Une à Dominique, une à vous, Ekaterina. Donc, Dominique, j'aimerais savoir comment la population ukrainienne réagirait à une éventuelle suspension des hostilités, tandis qu'Ekaterina, je vais poser la même question, mais par rapport à la population russe. Simon va encore parler. Non, ça s'en vient. On l'oublie pas. Population ukrainienne pour Dominique et population russe, les réactions, Ekaterina. Donc, en parlant de la population russe, la chose à comprendre, que je viens de le dire, il y a un lien très, très fort entre les buts déclarés de la guerre et l'adhésion de la population. La chose qu'il faut comprendre, la population russe a adhéré assez majoritairement à l'idée de la guerre. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en général, dans le profil de Poutine, ce n'est pas dans ses habitudes de reculer, psychologiquement parlant, plus, comme je dis, c'est vraiment une mission historique presque divine qu'il porte. Mais il faut livrer ça à la population, et je pense qu'il y a un risque pour lui. C'est pas que il y a une grande démocratie en Russie, il va perdre les élections, on s'entend, il ne va pas les perdre. Mais ceci étant dit, cette mobilisation dont il est quand même assez fort depuis plusieurs années, et cette mobilisation, c'est un pari qu'il a gagné avec la guerre, cette adhésion de la population, le force à livrer quelque chose en retour, parce que là, on risque une déception. Et cette déception peut réveiller, peut-être finalement, elle dort très, très profondément, mais peut-être elle va réveiller cette opposition larvée qu'on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est comme dormante, elle n'est pas très visible, elle n'est pas très audible non plus, surtout depuis le début de guerre, où c'est pratiquement... il n'y a pas de loi martiale en ce moment, parce qu'il n'y a pas de guerre en Russie, vous savez. Donc, mais quand même, les médias sont plus que contrôlés, donc oublie le pluralisme d'opinion, toléré quand même, plus ou moins, avant le début de la guerre. Alors, ce qui peut réveiller, comme je dis, les forces d'opposition qui sont larvées pour l'instant. Donc, c'est un grand risque pour le régime d'avoir des résultats mitigés, mettons, de l'investissement majeur qu'il a fait. Écoutez, si on demande aux Ukrainiens, voulez-vous un arrêt des bombardements de drones à chaque nuit avec le signal d'alarme là, à 2 heures du matin là, qui vous empêche de dormir, et puis parfois les missiles balistiques sur des blocs appartements, et la pression constante depuis 3 ans, évidemment qu'ils veulent un arrêt. On n'a aucune idée de ce qu'ils vivent là, depuis 3 ans. Là, mais pas à quel prix, évidemment, parce que si c'est un leurre, on parle beaucoup Munich 1938, OK, on vous donne là, la province germanophone, là, Sudetenland, à l'Allemagne. Là, ça va être la paix, ça va être la paix. Il y aurait plus, 3 mois plus tard, il n'y avait plus de Tchécoslovaquie, parce que la frontière a été violée. Donc, si effectivement, petit retournement de situation, là, Frédéric observe les dynamiques là, qui ne sont pas déclarées, évidemment, parce qu'avec Trump, il ne faut pas rien dire trop fort. Zelensky l'a dit, puis on voit ce que ça donne en termes de violence verbale. Mais bravo à Zelensky tout de même là, pour son courage.
si effectivement il y a comme un retournement de situation, puis là, les États-Unis disent à la Russie, bien là, si vous n'acceptez pas un cessez-le-feu, un arrêt des combats, bien là, il va y avoir une escalade de notre part. Là, ça va être, on va aller dans l'autre sens. On va permettre aux Ukrainiens d'encore plus de frapper, d'utiliser des missiles de longue portée, etc. Et quoi d'autre? On va permettre une escalade, quoi, que Biden, très prudemment, s'était refusé de faire pour justement forcer un cessez-le-feu. Alors évidemment, les Ukrainiens vont être d'accord, même si c'est clair, ils ne pourront pas reprendre les territoires. Certainement pas à court terme, probablement même pas à moyen terme. On ne parle même pas de la Crimée, là, on parle du sud, la province Zaporizhia, Kherson. Les Ukrainiens le savent. Évidemment, ils ne vont pas signer un document en disant que c'est un traité comme quoi c'est éternellement russe. Ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas ça la question. Mais, encore une fois, c'est les conditions. Le coût, on n'a pas les chiffres, mais là, il commence à avoir des estimés démographiques assez convaincants. Là, on parlerait de 100 000 morts du côté ukrainien, puis au moins 200 000 morts du côté russe. Puis là, il faut multiplier par probablement 2,5 à 3 pour les blessés très graves. Donc, on dépasse le million. Évidemment, Trump exagère toujours des millions. Ce n'est pas des millions de morts, mais c'est considérable. C'est considérable, en plus de tous les chiffres que François a partagés là, en début de table ronde, les déplacés, etc., la destruction des villes. Mais humainement, c'est extrêmement lourd. Peut-être un dernier point. Si élection il y a, d'une façon ou d'une autre, bien difficile d'avoir une élection s'il y a un cessez-le-feu qui ne peut pas vraiment être protégé, puis bon, il peut y avoir des bombardements en pleine élection. Mais si jamais il y a des élections, il ne faut pas nécessairement présupposer, en fait, ça me semblerait hautement improbable qu'un candidat pro-russe, donc favorable à la Russie, émerge des cendres. Ça n'arrivera pas, parce que les partis pro-russes, ça n'existe plus en Russie. Pardon. En Russie, peut-être. Pas sûr que ça existe en Russie. Voilà. C'est euphémisme. Ça s'appelle la Russie unie. C'est ça. Mais il pourrait avoir, je pense que ça a été évoqué ici ou ailleurs, que Zelensky, en fait, a un regain de popularité justement en raison de toutes ces attaques contre sa légitimité. Ou sinon, pour l'instant, depuis au moins 1 an et demi, le candidat qui ne s'est pas déclaré, là, parce qu'il est diplomate, ancien général des forces armées, Zaloujny, est de très, très loin l'alternative dans les sondages, disons, le personnage potentiellement politique le plus respecté en Ukraine. Pas exactement un pro-russe, c'est lui qui a conduit, qui a eu la grande responsabilité pendant la première année et demie ou 2 ans de la guerre. Donc, la dynamique ukrainienne ne changerait pas de cette façon-là par rapport à la Russie. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Ekaterina, pour vos perspectives éclairantes. Simon, parce que je ne l'ai pas oublié, j'aimerais qu'on parle donc un peu plus maintenant du côté des communications dans cette guerre. Donc, la guerre en Ukraine occupe beaucoup moins de place dans la sphère publique. Le soutien occidental a également été remis en question à l'interne et les États s'empressent beaucoup moins de soutenir Zelensky. Simon, ma question pour toi, et aussi Ekaterina, ensuite, si vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet, est-ce que la Russie a gagné la guerre des communications? Donc, merci Fanny. En fait, j'aurais peut-être dû t'envoyer ma question moins longtemps d'avance parce que finalement, la guerre d'Ukraine est revenue absolument dans l'actualité. Et d'une façon brutale, d'une façon assez surprenante, en fait. Si la conférence avait eu lieu justement la semaine dernière, ou 2 semaines, j'aurais pas pu parler des communications, ce qui semble être la victoire russe au niveau de la construction du récit, comme je pourrais le faire aujourd'hui, parce qu'on assiste en fait à un renversement absolument incroyable de discours. L'idée que l'Ukraine était nazifiée, l'idée que l'Ukraine était responsable, que c'était l'agresseuse, a été qui était au départ de la guerre, qui était véhiculée par la Russie au départ de la guerre, mais a été immédiatement délégitimée. Elle est réapparue un peu par la porte d'en arrière à travers la désinformation dans certains canaux de communication. Elle est réapparue en Occident, je veux dire.
Donc, elle pouvait encore être aperçue, mais elle avait très, très peu de légitimité, même si elle réussissait à avoir un certain écho avec les résistances. Là. Louis t'a parlé des résistances des candidats républicains à l'aide américaine l'année dernière. Donc, elle avait un certain écho, mais elle n'avait jamais la publicité qu'elle a eue aujourd'hui avec Trump, qui a décidé de réarticuler à son compte la prétendue responsabilité de l'Ukraine dans le conflit. Donc, grâce à Trump, si on peut dire, les Russes semblent avoir gagné la guerre de la désinformation, avoir fait le plus gros hack de cerveau, si je peux reprendre ton expression, Louis. D'avoir... Inception, comme le film. Hein? Comme le film, absolument, c'est fabuleux. Et en fait, c'est vraiment dangereux. C'est dangereux pour la suite du conflit. À partir du moment où on construit ou on déconstruit des récits, mais ça nous amène dans des trames particulières. On a tendance à présenter Trump comme un éclipse médiatique qui nous fait oublier tout le reste. En fait, j'aimerais plutôt le présenter peut-être comme un trou noir médiatique où il vient déformer l'univers normal avec sa grande gravité pour essayer de tout avaler. Et puis, on ne sait plus trop qu'est-ce qui réussit à survivre à côté de ça. Donc, c'est assez inquiétant de voir... évidemment, on ne peut pas nommer de causalité directe, mais une performance finalement assez impressionnante de la désinformation russe à ce niveau-là. Mais j'aimerais ça aussi peut-être mentionner un autre élément. Je m'intéresse beaucoup donc aux médias sociaux en général, l'impact des médias sociaux dans la guerre. Et puis, j'ai regardé aussi beaucoup ce que les Ukrainiens ont fait. Et je me demande jusqu'à quel point, en fait, on ne voit pas les limites du pouvoir des médias sociaux. En fait, une autre facette, c'est un peu paradoxal, parce que je viens de vous dire l'efficacité des Russes pour convaincre peut-être Trump, même si la causalité n'est pas directe, et en même temps une certaine limite. C'est parce que les médias sociaux, en fait, les Ukrainiens ont énormément utilisé les médias sociaux, entre autres notamment à travers une initiative présidentielle qui s'appelle United 24, une grande initiative de collecte de fonds du public, donc vous pourriez donner à l'Ukraine si vous le souhaitez, mais aussi de communication, donc partager l'expérience de la guerre. Donc c'était très important, 1,5 million d'abonnés sur YouTube, juste sur YouTube, plus d'1 milliard de vues, donc sans compter tous les autres comptes là, sur les différentes plateformes. Donc c'est très vu. Et un des arguments qui promeut la légitimité de ce moyen de communication-là, c'est l'idée de la transparence, de l'authenticité du discours qui est fait. On le voit enfin directement de la perspective ukrainienne plutôt que de nous le faire présenter par d'autres intermédiaires. Mais finalement, à travers ce qu'on réalise avec le temps, c'est qu'à travers cette gestion cette présentation qui se veut transparente, authentique, on assiste à une gestion de contenu qui est plutôt marketing. L'entreprise qui gère les comptes de publicité, c'est une entreprise privée spécialisée dans le branding commercial en ligne, et puis qui a structuré son discours autour de la rapidité, de l'émotivité, du divertissement, finalement ce qui fait qu'on regarde les médias sociaux. Mais en essayant de nous vendre la guerre à ceux qui seraient moins intéressés, de la présenter comme importante en créant un buzz médiatique, montrer que dans le fond il faut s'y attarder. Et puis si vous allez voir les contenus, on voit sur YouTube essentiellement du contenu militaire, des courtes scènes de guerre, des drones en attaque, des soldats dans les tranchées, des armes en action. Finalement, on construit une image très restrictive du conflit et on est en train de créer aussi un enjeu entre la trame narrative qu'on veut développer et la transparence et l'authenticité, en fait, qu'on prétend véhiculer. L'héroïsme, l'ingéniosité ukrainienne, la puissance de l'Ukraine contre la Russie, la faiblesse de la Russie aussi, qui était présentée dès le début et qui était véhiculée, martelée à répétition par les médias sociaux ukrainiens, est difficile à comprendre maintenant qu'on constate en fait les difficultés sur le terrain, l'échec ukrainien. C'était particulièrement flagrant, la transformation, la difficulté à harmoniser le discours avec la réalité à partir du moment où l'Ukraine a raté sa contre-offensive en 2023. Donc on réalise finalement que peut-être que les médias sociaux ne sont pas un si bon outil que ça pour communiquer, pour faire
pour vendre un produit quand ce produit-là doit s'étirer sur une période de 3 ans. Alors, le buzz, ça marche très bien à court terme, mais pour faire conserver un buzz pendant 3 ans, il y a évidemment une fatigue, une répétition, et ça transparaît dans le contenu. C'est toujours le même contenu qui se reproduit et qui, je pense, vient perdre de sa capacité d'impact auprès du public. Pour répondre à la question, est-ce que la Russie a gagné la guerre de communication? D'emblée, non. Malgré ce qui s'est passé la semaine dernière, mais j'aimerais préciser la question. La Russie a gagné la guerre de communication où? Et ça, c'est une question qui est très importante parce que quand on regarde les 2 images de guerre, une véhiculée par l'Ukraine et l'Occident, et quand on regarde l'image de guerre, il n'y en a pas d'ailleurs beaucoup, là. En Russie, c'est comme s'il n'y avait pas de guerre. C'est comme on parle de 2 réalités différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le discours russe, le narratif russe, a été beaucoup mieux entendu dans le Sud global. Et ça, c'est un élément très intéressant parce que j'ai beaucoup vu les commentaires, non seulement des commentaires officiels, mais aussi des commentaires des blogueurs en Inde, en Chine, bien évidemment, dans les pays africains. Et c'est un discours sans que ça prétend à rien, ce que je vous dis. C'est pas une recherche exhaustive, c'est juste pour me renseigner que je regardais ça. Donc, c'est un discours quand même qui, sans appuyer 100 000 à l'heure ce que fait la Russie en Ukraine, était plutôt un discours pro-russe qu'autrement. Alors, et c'est intéressant, j'en parle aux étudiants, quand on soulève les questions de propagande en général, ils disent, mais la propagande russe, ça ne nous touche pas, c'est comme, on ne l'achète pas, c'est pas quelque chose d'important pour nous. Je tiens à répondre, mais c'est parce que cette propagande ne vous vise pas. Elle vise ailleurs. Elle vise beaucoup moins l'Occident, mettons, que les pays non occidentaux. Et je pense que dans ce sens, malgré mon non comme assuré que non, elle n'a pas gagné la guerre de propagande, en Occident, très certainement non. Mais ailleurs, il y a quand même des avancées importantes. Merci beaucoup, Ekaterina. J'ai 2 questions, mais étant donné qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes, je vais comme les jumeler ensemble, là, si ça vous va. C'est 2 questions qui s'adressent à Louis et à Simon, mais évidemment, les autres, vous êtes plus qu'invités à aussi répondre à ces questions. Donc, la guerre en Ukraine est depuis le début présentée comme une guerre révolutionnaire technologique. On est vraiment plus sur le terrain de la guerre là, en ce moment. Est-ce que la guerre a continué d'innover dans la dernière année? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que l'Ukraine est en train de suivre la voie israélienne et de se positionner comme acteur incontournable de la technologie militaire? Donc, Louis et Simon, je vous invite à répondre à la question, mais les autres aussi. On a un petit 10 minutes avant la période de questions. Alors, rapidement, en rafale, je pense que je vais donner la même réponse que j'avais donnée l'année passée. La guerre en Ukraine, c'est un triomphe des nouvelles technologies et c'est un triomphe des vieilles technologies. Alors, c'est un mélange des deux. Oui, on voit, dans les derniers 12 mois, on voit encore là, beaucoup d'utilisation de drones de façon très moderne, des drones sur des drones qui portent des missiles, enfin, toutes sortes d'utilisations de drones. Alors ça, c'est vraiment révolutionnaire. La guerre électronique, c'est vraiment rendu ailleurs en termes de brouillage, anti-brouillage. Mais en même temps, le progrès russe, qui est très lent et très coûteux, est fait de la vieille façon, c'est-à-dire des vagues humaines, des soldats sur le terrain appuyés par de l'artillerie. Un peu des bombes planantes, qui est une technologie quand même, qui n'est pas une technologie du 21e siècle, mais c'est quand même un mélange des deux. Alors, c'est vraiment, on le voit, oui, la technologie a beaucoup d'impact, mais l'infanterie au sol, l'artillerie, c'est encore des concepts pas juste du 20e siècle, du 19e siècle, sont encore utilisés et présents sur les champs de bataille. La question israélienne, oui, en partie, on n'est pas encore, l'Ukraine n'est pas dans le même registre que l'Israël en termes de producteurs de produits de la sécurité nationale et de défense. À l'exception, je vous dirais, au niveau des drones, où ils ont vraiment développé beaucoup leur industrie locale. Et sur ce, oui, je pense que c'est rendu un producteur important de drones. Raison de plus de ne pas avoir la Russie contrôler l'Ukraine.
Merci. En rafale également, je dirais que pour pas répéter ce que tu as dit, Louis, mais peut-être rajouter un élément, je pense qu'une des transformations qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est très importante, c'est qu'à travers, en plus des drones aériens qu'on a vus, maritimes, terrestres, en plus de toutes les autres technologies qu'on a utilisées, il y a l'intelligence artificielle qui commence à s'infiltrer dans la guerre et qui commence à prendre une place de plus en plus importante. Et ça devient un test, en fait. Un test pour l'Ukraine, évidemment, qui le met en œuvre, mais aussi pour tous les autres États, entre autres occidentaux, mais pas exclusivement occidentaux, qui regardent mais comment est-ce que ces technologies-là fonctionnent, qu'est-ce qu'elles nous apportent réellement dans la gestion du conflit, sur la possibilité de cibler, de rassembler du renseignement, d'identifier des cibles, etc. etc. Donc ça, c'est un développement qui est important de suivre et qui est assez inquiétant, en fait, parce que l'intelligence artificielle a la possibilité de transformer radicalement le cours de la pratique de la guerre pour le futur. Et sinon, je pense que ce qu'on voit dans les innovations en Ukraine, c'est une institutionnalisation de nouvelles technologies qui se sont développées en grande partie de façon organique. La société ukrainienne s'est mise à disposition de l'État d'une certaine façon, a pensé, imaginé une façon de développer de nouveaux armes. L'image, c'est vraiment le drone. Mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est institutionnalisé. Donc, l'État essaie de reprendre le contrôle sur ça pour essayer de maximiser le rendement de ces technologies-là. Donc, et puis ça, je pense que ça s'inscrit dans trois efforts qui valent la peine d'être mentionnés très, très brièvement, mais d'abord, évidemment, pour développer et éventuellement généraliser, ce qu'on dit scaling, l'utilisation d'armes qui permettrait enfin d'avoir ce moment de rupture-là dans les forces, dans l'équilibre des forces avec la Russie. Donc, évidemment, il y a un objectif d'acquérir une arme vraiment puissante, intelligence artificielle, un super drone, etc. Mais il y a une dimension économique qui est très, très importante aussi, qu'il faut garder en tête. L'État ukrainien essaie de développer son secteur économique, un peu à l'image d'Israël, jamais avec tout le niveau de complexité, le niveau d'intégration, le niveau de développement qu'on assiste en Israël, mais néanmoins qui essaie de tirer profit d'une certaine façon de la guerre chaude pour permettre de développer des armements, de tester des armements et éventuellement de développer un secteur qui lui permettrait de reconstruire son économie aussi. Il y a une cohérence à ça parce que ça s'inscrit dans une expertise que l'Ukraine avait quand même. Ça fait longtemps qu'elle a un secteur TI très développé, secteur de l'économie numérique très, très développé. Ça s'inscrit dans un certain sens en poursuite de ça. Et ça s'inscrit aussi dans une logique où le champ de bataille est un lieu d'expérimentation pour les firmes occidentales, européennes, américaines, expérimentation pour les firmes ukrainiennes qui développent leurs propres produits et les envoient souvent gratuitement ou à très, très faible coût à leurs unités, aux différentes unités pour qu'elles puissent les tester sur le terrain. Et ça, il y a un intérêt de la part des entreprises, on l'a dit, qui vont tester leurs entreprises, qui vont tester leurs produits. Alex Karp, qui est le PDG de la compagnie Palantir, un des grands géants de l'IA militaire, disait au Forum économique de Davos que l'Ukraine, l'ouverture, l'ingéniosité de l'Ukraine la plaçait troisième à côté des États-Unis, d'Israël et l'Ukraine ensuite. Donc, il y a beaucoup d'attentes et peut-être même de pressions économiques qui sont formulées par les entreprises occidentales pour que l'Ukraine se développe et développe des technologies d'un point de vue occidental avec un coût de main-d'œuvre qui est très, très faible et la possibilité encore d'expérimenter. Et l'OTAN aussi a promis 1,5 milliard d'investissements dans les startups militaires ukrainiennes. Donc, c'est quand même une très, très grosse enveloppe pour développer ce secteur-là. Donc, intérêt économique qui est institutionnalisé à travers des initiatives comme Brave One, Army of Drones, du financement public de l'État, du financement privé. Vous pourriez, si vous voulez, financer directement le développement d'un drone terrestre militaire. Et si vous donnez suffisamment d'argent, vous pourriez même lui donner votre nom. Donc, avis à tous s'il y a des intéressés. Et enfin, le développement d'un secteur militaire, des technologies militaires, le Miltech qu'on appelle, permettrait aussi de participer à l'intégration du pays à la communauté occidentale.
à l'OTAN de façon indirecte, même si on sent que l'Ukraine ne deviendra pas membre de l'OTAN, de façon indirecte à travers la chaîne de développement et d'approvisionnement militaire, développement de nouvelles technologies. Et ça permet aussi au reste de la communauté occidentale de présenter l'Ukraine comme un pays qui est moderne, qui est à l'image de l'Amérique, qui est à l'image de l'Europe. Voilà. Tu nous dis, en fait, c'est un mélange des nouvelles technologies et des anciennes technologies, la guerre conventionnelle, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Absolument. Sauf que c'était plus supposé exister. Et c'est pour ça que les pays de la coalition de l'OTAN, même les États-Unis jusqu'à un certain point, se sont démobilisés en mettant l'accent sur les armes de pointe, etc. Mais essentiellement, les guerres, ben, c'est des guérillas, c'est des guerres asymétriques, etc. C'est le terrorisme et tout. Alors là, le choc d'il y a 3 ans, c'est l'invasion, bon, d'accord, guerre d'agression, même si Trump ne veut plus le reconnaître, violation des frontières, mais aussi retour de la guerre conventionnelle. Peer-to-peer. Voilà. Et là, les Ukrainiens, du côté des drones, du côté de la nouvelle technologie, certainement une expertise de pointe, mais du côté conventionnel, c'est dans un sens la plus forte armée en Europe, parce que c'est la seule, même en nombre et en expérience, qui a acquis la capacité de mener une guerre conventionnelle en dépit de tous les problèmes de personnel, etc. Donc ça, c'est la nouvelle réalité. Et lorsqu'on parle du Danemark qui annonce là, une hausse drastique des dépenses, bien, c'est ça, de reconstruire finalement l'armée conventionnelle avec l'armée futuriste. Des deux côtés. C'est malheureusement tout le temps qui nous reste aujourd'hui. Merci Frédéric, Dominique, Ekaterina, Louis, Simon d'avoir partagé vos savoirs avec nous. Merci tout le monde d'avoir été là dans la salle, d'avoir été là aussi à distance. Et on a hâte de vous revoir aux prochains événements de la chaire, de l'IEIM et du RAS très prochainement. Merci beaucoup. Merci.